Imaginez en face de vous, il y a un homme. Peut-être pendant 5-10 minutes d'échange lors d'un entretien technique, ou peut-être pendant 1 ou 2 semaines de travail après être arrivé sur un poste, il a estimé que vous étiez un mauvais développeur. Le jugement vous rend perplexe. En effet, cette personne ne connaît rien de votre expérience dans votre vie. Votre diplôme, vous l'avez eu à la sueur de votre front. Que ça soit une formation intensive de reconversion, un DUT ou un master, vous en avez passé des journées de 12 heures, 16 heures, peut-être même passé des nuits blanches complètes à essayer de faire des projets et comprendre comment l'informatique fonctionne. Du fonctionnement d'un ordinateur à lui faire faire ce que vous voulez, ça vous a pris du temps et ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Mais malgré ça, vous avez réussi avec brio des projets difficiles, ce qui vous a valu votre diplôme. Suite à cela, peut-être avez-vous eu une ou plusieurs expériences professionnelles, expériences durant lesquelles vous avez peut-être fait face à des problématiques pointues, comme par exemple optimiser du code pour qu'il puisse faire quelques milliards d'opérations à la seconde, ou alors réarchitecturer du code laissé en friche. Peut-être même que vous avez laissé dans votre sillage pas mal de personnes qui ont une très bonne image de vos compétences techniques. Alors comment en êtes-vous arrivé là, face à cette personne qui vous juge négativement sur ces mêmes compétences? Bonjour à tous, c'est Raphaël, et dans cette vidéo, on va débunker le mythe du mauvais développeur. Dans l'intro de cette vidéo, j'ai retourné le point de vue, mais le but de cette vidéo est bien évidemment de se remettre nous-mêmes en question lorsqu'on évalue quelqu'un négativement sur sa compétence technique. Alors attention, des personnes qui sont mauvaises dans leur métier, ça existe. Maintenant, je pense que dans le métier de l'informatique, on a tendance à surestimer notre capacité à évaluer négativement quelqu'un. Considérez que cette vidéo va vous permettre de faire la différence entre le vrai mauvais développeur du faux mauvais développeur que vous avez mal jugé. Déjà, premièrement, on est tous le mauvais développeur de quelqu'un. Alors attention, c'est pas la philosophie du dimanche, là on va toquer à la porte de la psychologie cognitive. On va tous avoir des affinités différentes par rapport à certains types de tâches et certains types de qualités, et inévitablement, on a les défauts de nos qualités. Pour bien illustrer ça, je vais vous mettre en opposition 2 profils. Le premier, c'est le profil architecte. Il aime bien avoir une vue d'ensemble et il a tendance à penser le projet de façon long-termiste. Ça ne le dérange pas de passer 2 mois sur un refactoring quand il est convaincu que plus tard on gagnera 4 mois de travail. Les tâches qu'il va valoriser, c'est les tâches de conception en début de projet pour pouvoir bien architecturer le code d'entrée de jeu, et également les tâches de refactoring qui vont lui permettre de rendre le code plus maintenable et plus compréhensible par les néophytes. De l'autre côté, nous avons le chasseur de bugs. Le chasseur de bugs, il a 2 choses à cœur. Le premier, c'est de régler le plus de problèmes possible pour que les utilisateurs soient contents, et le deuxième, c'est de trouver l'aiguille dans la meule de foin qui est le problème présenté pour pouvoir le régler. Il va donc aimer toutes les tâches qui consistent à fouiller dans le code et trouver le problème. Il va devenir très bon dans sa capacité à faire ça rapidement. Il va donc inévitablement valoriser cette capacité à prendre à bras le corps du taf en quantité. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on a les défauts de ses qualités. Les défauts de l'architecte, c'est que face à un problème, il va essayer de trouver une réponse architecturale. Face à une série de bugs, il va plutôt proposer de faire un refacto plutôt que de régler les bugs tout de suite. Les tâches court-termistes sont pénibles pour lui et donc il va pas aimer les faire. Et donc inévitablement, il ne va pas briller face au chasseur de bugs qui valorise plutôt cette capacité à prendre en charge le boulot tout de suite de façon instantanée et quantitative. De l'autre côté, à faire toujours des tâches court-termistes, le chasseur de bugs ne va pas non plus briller auprès de l'architecte, car il va toujours remettre à plus tard des boulots de long terme. Même s'il fait souvent des heures sup pour pouvoir aider un maximum d'utilisateurs, l'architecte va voir ça comme quelqu'un qui patauge dans un pédiluve. Bah oui, après tout, s'il fait des heures sup, c'est parce qu'il a jamais pris le temps d'architecturer correctement le code. Cependant, vous l'aurez compris, si votre projet est en prod, dans une équipe, vous aurez besoin des 2 profils. Et là, je vous ai dépeint que 2 profils, mais en réalité, il existe toute une palette de couleurs, 2 profils différents. Et ainsi, vous allez avoir tout un tas de personnes qui vont briller pour des raisons différentes. La capacité à bien architecturer du code, la capacité à bien comprendre les besoins utilisateurs, la capacité à créer une belle cohésion d'équipe qui la rend efficace sur le projet. Certaines de ces qualités, on dirait que c'est des soft skills, certaines de ces qualités sont même pas valorisées par le monde du travail, et pourtant cela crée des profils de développeurs qui peuvent leur permettre de tenir à un rôle que personne d'autre ne sera capable de mieux tenir qu'eux, et inévitablement on va tous être repoussés par certains de ces types de profils, et on va avoir tendance à penser que c'est des mauvais développeurs. Ensuite, on confond trop souvent le niveau technique de quelqu'un de son rapport au travail. Dans un monde toujours trop présentéiste, trop réunionite, trop valeur travail, on en oublierait presque qu'un développeur peut être désinvesti non pas parce qu'il est mauvais et qu'il comprend pas ce qu'il doit faire, peut-être qu'il trouve le projet inintéressant et qu'il n'arrive pas à s'investir dessus, peut-être même qu'il frôle le bore-out, peut-être que vous êtes passionné et investi dans votre travail, mais peut-être que la personne en face de vous, c'est simplement son métier qui lui permet de gagner son salaire, parce qu'inévitablement dans le monde dans lequel on vit, il faut travailler pour pouvoir avoir un toit sur la tête et de quoi manger, et peut-être que cette personne que vous jugez ne vient au boulot que dans ce but. Par exemple, peut-être qu'elle va être méga investie dans sa vie de famille et que le boulot pour elle c'est alimentaire, elle ne va pas être autant passionnée dans le projet ni autant investie dans son métier. Ça n'empêche pas cette personne d'être compétente, mais elle va être souvent méjugée sur ses compétences techniques justement parce qu'elle est moins investie que les autres. Et le dernier point dont j'aimerais parler, c'est le mythe du mauvais développeur. Je l'ai dit en début de vidéo, le mauvais développeur est un mythe. Maintenant, d'où vient ce mythe? On a tous vécu ou entendu parler de cette personne, ce cancre qui s'est retrouvé dans un groupe et qui n'a rien foutu. Voire même pire, dans un groupe de 4 personnes, 3 personnes ne foutaient rien et une personne faisait le taf toute seule. Peut-être même avez-vous vu cette personne ne rien faire pendant que vous travaillez 12 heures par jour pour monter en compétence et avoir votre diplôme. Et ce profil-là, on a peur qu'il rejoigne nos projets. Cette peur fait qu'on cultive cette histoire et cette histoire devient un mythe. Dans aucun métier, on veut bosser avec quelqu'un d'incompétent, mais c'est particulièrement frappant dans les métiers de l'informatique. Dans
dans lesquels règne une culture élitiste. Et attention, là je parle des mauvais côtés de l'élitisme, hein, le côté de l'élitisme qui juge et exclut les gens. Je me souviens par exemple à l'école comment cet élitisme a pris forme, comment une partie de mes camarades de promo voulaient être perçus comme les personnes les plus méritantes, et comment pour arriver à ce but sont partis en croisade contre les autres. Quand bien même vous ayez passé vos 5 années d'études à bosser d'arrache-pied, il vous suffisait d'un coup de mou d'1 ou 2 semaines pour qu'on vous colle l'étiquette de cancre. Une partie de ces personnes-là vont sortir de l'école en pensant qu'une grande partie des personnes diplômées sont incompétentes. Et inévitablement on joue tous un petit peu au jeu, vu qu'on n'a pas envie d'être le mauvais développeur, on va cultiver ce mythe pour faire une distinction entre nous, le bon développeur, et quelqu'un qui est un mauvais développeur incompétent. Heureusement, face à un risque de mauvais jugement, j'ai des conseils à vous apporter. Donc pour rappel, ces 3 éléments sont des sortes de biais cognitifs. Il y a le fait qu'on projette notre fonctionnement sur les autres et donc qu'on dévalorise les qualités des autres et qu'on les juge négativement. Le fait qu'on fasse un amalgame entre le niveau technique de quelqu'un et son rapport au travail. Et à cause du mythe du mauvais développeur qu'on ne veut pas être nous-mêmes, on va souvent sous-évaluer nos semblables. Parce qu'en réalité, il n'y a pas assez de mauvais développeurs pour qu'on puisse au quotidien faire le distinguo entre eux et nous. Mais bon, peut-être que vous avez besoin de recruter quelqu'un rapidement, ou alors peut-être que vous avez envie d'élargir vos horizons et donc du coup vous voulez remettre en question votre jugement. Pour ça, c'est très simple, mettez votre intuition en face de données concrètes. Par exemple, si vous trouvez quelqu'un d'incompétent, mais que cette personne, elle est quand même diplômée d'une grande école, elle a 10 ans d'expérience et elle a même des recommandations, peut-être alors l'avez-vous mal jugé. Peut-être pas, hein. Peut-être que son CV c'est de l'esbrouf, ou peut-être que la personne a réussi à passer à travers les mailles du filet, mais dans ce cas, rien ne vous empêche de contacter les personnes qui la recommandent pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle trouve de compétent chez elle. L'autre façon de régler le problème est aussi de changer votre rapport au jugement, parce que quand vous jugez la compétence technique de quelqu'un, en fait vous restez debout face à la personne et c'est à elle de vous amener sa compétence technique. Changez à qui est la responsabilité. C'est à vous d'aller chercher la compétence technique de l'autre, et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas été assez compétent dans votre capacité à aller la chercher. Alors peut-être qu'à de rares occasions, en effet, en face de vous, il y a du vide, mais souvent, il y a des choses à aller chercher, et si vous ne les avez pas trouvées, c'est que vous n'avez pas posé les bonnes questions, ou vous n'avez pas valorisé les bonnes choses. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à améliorer votre compétence, à évaluer la compétence des autres. Dans la description, vous pouvez vous inscrire à ma mailing list, et on se dit à la prochaine!